Bonjour chers intervenants, je suis tout à fait honorée d'être parmi vous pour animer ce dernier panel dans le thème Investir en Afrique dans un contexte de forte compétition géopolitique et de renégociation des accords internationaux. Alors, le dernier pour la fin, je pense que, voilà, je reçois déjà des mots. Donc, on va aller dans le vif du sujet pour justement mettre en pratique tout ce que nous avons entendu du panel 1 au panel 3, parce qu'en réalité, c'est un condensé du thème d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole au premier intervenant, Monsieur Gabriel Calagarin, PDG de Core Énergie Consortium, qui nous vient de Suisse. Alors, quelle place pour l'Afrique dans le nouvel ordre géopolitique des ressources? Vous avez la parole. Merci, vous me recevez. Bonjour. Merci avant tout. Merci madame. Je remercie le docteur Kananoura pour ce temps. Désolé pour être... on est si tard presque, j'ai perdu mon papier, donc je vais être un peu plus succinct. Et... à mon avis, pour comprendre déjà ma lunette, ma clé de lecture, mon conglomérat est un conglomérat orientation financière et industrielle. Donc notre lunette et qui nous sommes dépend aussi de... Vous me recevez ? Ah. Et vous étiez attentif alors. Et ce que nous faisons dépend beaucoup de la capacité à comprendre et ce qu'on va dire. Nous, notre vision, elle est extrêmement financière et industrielle. Nous avons une unité financière à Singapour. On est en phase de licence FINMA en Suisse et évidemment on se déploie en 3 pays, industrialisation en Afrique de l'Ouest, sur du commerce, de l'industriel, de l'export en Afrique de l'Est et l'industrie forestière et les mines en Indonésie. Donc on a une vision 360 degrés des contraintes actuelles et par rapport à l'Afrique, qui est vraiment notre point actuel et aussi le commencement. Je suis de la baie, de Guinée-Conakry. Et l'Afrique, actuellement, a toujours été évidemment un pôle énergétique. Et on est dans une conjoncture où les partenaires de marché, la Chine, le Japon, l'Australie, etc., sont plus importants que jamais. Mais on a encore une orientation monétaire qui est presque du passé. On est dans la zone, on est encore en CEDEAO, on est en CEMAC. Et il y a une difficulté à se positionner comme avec le couteau du côté du manche, à pouvoir maximiser sa souveraineté en tant que pays ou continent. C'est pour ça que moi je dis avant de parler d'Afrique, il faut parler des pays, parce que chaque pays a une situation différente. Et les complications monétaires actuelles, on est toujours dans une situation un peu aberrante où on a une monnaie qui est servie sur 15 pays et l'émetteur a des avantages sur le change, mais on ne peut pas bénéficier de la circulation et d'un change entre pays. On a aussi des complications où on a un taux de change qui est pas par un des partenaires principaux. Il y a la Chine, il y a d'autres pays avec lesquels des pays africains travaillent beaucoup plus, mais on a beaucoup un rapport tuteur et fille avec l'euro pour des questions évidentes. Et évidemment, ça bénéficie beaucoup à les sociétés représentantes du pays tuteur, les mastodontes, etc. Donc on est dans une phase, à mon avis, où il faut faire preuve de délicatesse et de flexibilité par rapport du coup aux contraintes et aussi à un historique. Parce que c'est bien vouloir changer, mais il faut se donner aussi les moyens. On ne peut pas avoir une nouvelle langue sans avoir d'alphabet. Et voilà, à mon avis, il faut avoir de l'indépendance financière qui est celle qui va créer aussi l'indépendance souveraine. Parce que pour être indépendant contractuellement, il faut être indépendant économiquement. Et si tu n'es pas propriétaire de ta monnaie, c'est compliqué. C'est pour ça que je prends l'occasion pour saluer quand même le ranking de la Guinée-Conakry, non ? B+, il me semble, par SPI. Et bon, c'est pas fini, mais je trouve que, en tout cas, si tu fais peu en étant chez toi, c'est très bien. Et voilà. Bon,
Je m'arrête ici. Hein. Heureusement, parce que on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Je vous remercie pour votre réponse. Pour revenir avec Monsieur Gabriel, justement, dans le droit fil de la question abordée par Dr Gou. Donc, selon vous, Monsieur Gabriel, comment les pays africains peuvent-ils renégocier leur accord à armes égales avec les grands acteurs internationaux, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Union européenne? Monsieur Gabriel, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci. Et avant d'indiquer les éléments, j'aimerais bien commencer par des exemples qui, à mon avis, étaient très très réussis. Il y a 40 ans, le Qatar était l'ombre de ce qui est aujourd'hui. Les Émirats arabes également. Ils ont su capitaliser ce qui est la richesse fossile et qui aurait pu s'arrêter à un pays rentier. Ils ont su créer des économies d'échelle, des points d'intérêt de développement horizontaux et pas que verticaux, su se ramifier et ont su accueillir, apprendre et après remercier l'opérateur venant. En l'occurrence, vous avez une société, un mastodonte comme Aramco, ils ont pas eu Oncle Picsou, ils ont eu des grosses sociétés comme Standard Oil, des mastodontes, des Rockefeller qui sont venus, et après petit à petit, ils ont su conserver le know-how, et puis développer et s'approprier de leur société. Maintenant, sur des cas de figure, d'autres complications que personnellement on a eu et puis on a trouvé d'autres solutions. Quand vous êtes en zone CFA, en CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, vous avez le problème, c'est que votre opérateur a l'épée et le fourreau. Donc lundi, vous avez le pays hébergeur qui a le lieu, la concession à la richesse, et lundi, il va laisser en sûreté toute sa matière. Il va lundi avoir le financement, mardi il envoie à une société française, mercredi il n'a ni la matière première parce qu'elle est en concession, jeudi il n'a plus le capital et puis il lui reste un petit 10%. Et comment ça se passe? C'est que du coup, là, on est dans le problème de la gouvernance. Comment avoir des conditions favorables si tu es défaillant et tu n'as aucune force de négociation, tu n'as pas de capital et puis aussi tu n'as plus de propriété. Donc comme je disais, la force contractuelle dépend d'une force financière. Donc se faire prêter par ceux qui opèrent est assez compliqué. Donc il faut réussir avec le temps à dissocier le capital, avec s'orientant sur des petites sociétés privées ou d'autres fonds qui sont peut-être pas publics mais sont très costauds et qui puissent être des partenaires et des associés qui peuvent donner de l'envergure et pouvoir de négociation avec des majors. Et ensuite, comme disait monsieur, créer des économies d'échelle pour pouvoir donner de l'horizontalité, de la largeur à d'autres points d'économie et se développer et petit à petit. Voilà, ça c'est un peu les difficultés que nous on a eues. On a eu beaucoup de cicatrices. Hein. Personnellement, vous savez, je pense que ici je suis un de ceux qui a perdu le plus d'argent et c'est pas beau. Mais petit à petit, il faut réussir à s'émanciper, à s'orienter. Il y a des systèmes de finances et les banques en Asie. Ils comprennent. Ils ont passé la période coloniale. Quand vous êtes en Indonésie, en Inde, comme monsieur le disait, ils savent ce qui s'est passé. Et il y a aussi une autre attitude. Et voilà. Donc maintenant, en Afrique de l'Ouest surtout, on est bloqué parce que qui te prête est celui qui te conseille. Donc voilà, donc c'est comme si tu avais un terrain, tu cherches ton locataire et puis au final tu lui fais des escomptes sur le loyer parce que tu veux qu'il reste. Et au final, tu le remercies jamais. Donc normalement, on veut arrêter de louer, on veut devenir proprio. Là, on est proprio, mais on cherche des locataires. Donc c'est un peu comme ça, voilà. Merci. Je vous remercie pour votre réponse. Je pense à cette idée qui a été donnée par le PDG d'Azalaï. Je pense qu'il est parti là, peut-être son très retour. Il nous disait tout à l'heure que l'investissement n'est pas qu'une question de flux financier, c'est également une question de changement de mentalité.